Laisse Béton! Connaissez-vous ces écoles associatives vraiment singulières que sont les maisons familiales rurales ? Dans cet épisode, je vous emmène à la découverte de la MFR de Mondy, dans la Drôme, grâce à David, son président, et à Floriane et Antoine, deux de ses élèves. Tous trois nous racontent l'origine des maisons familiales rurales, créées pour répondre à la fois aux besoins des territoires ruraux et à ceux des familles, et comment leurs méthodes d'enseignement permettent de former des jeunes engagés dans la société. Je suis Amélie Dague et je suis très heureuse de partager ce nouvel épisode de Laisse Béton avec vous. Si vous souhaitez devenir contributeur du podcast, sachez que ce dernier possède désormais son compte Patreon. Vous en saurez plus dans la conclusion de l'épisode. Bonne écoute! Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Pour commencer cet entretien, qu'est-ce qu'une maison familiale rurale ? En fait, il faut revenir un peu à l'histoire des MFR, très rapidement, mais la première MFR a été créée dans les années 30 en France. En sachant qu'on a plus de 400 MFR en France et environ 700, près de 700 dans le monde entier. En fait, c'est des familles qui se sont regroupées en associations à la base parce que il y avait pas d'offre de formation pour leurs jeunes sur leur territoire, donc sur des territoires ruraux, isolés. Et elles se sont dit, c'est pas possible en fait que nos jeunes soient obligés d'aller étudier en ville et souvent de rester après en ville et de pas revenir sur leur territoire. Et donc, tout l'enjeu, c'était de pouvoir proposer sur les territoires une offre de formation qui corresponde à la fois aux besoins des jeunes, mais aussi aux besoins des territoires. Et c'est comme ça que petit à petit, ça s'est créé, les MFR. Donc, ce sont des associations loi 1901. Dans les conseils d'administration, et c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est des parents d'élèves. C'est maison familiale rurale. Le côté familial est toujours présent. D'accord. Et puis, on a aussi des maîtres de stage professionnels qui font partie de la gouvernance de nos associations. Okay. Donc, ce sont des écoles, en fait. Ce sont des écoles qui ont des diplômes comme n'importe quelle école. Là, on a un bac pro, un BTS. On a aussi des élèves en 4e et en 3e qui préparent le brevet des collèges. On est sur les mêmes diplômes que un lycée classique, en fait. D'accord. Et donc, la MFR de Mondy accueille des élèves de quel âge et de quelle classe? Alors, nous, on a 200 jeunes au total. Qui sont jamais présents en même temps dans la MFR, puisqu'on est sur un principe d'alternance. Donc, la plupart du temps, ils sont en stage. Ils ont 4, 5, 6 périodes de stage dans l'année dans des structures différentes. Et donc, nous, ça va de la 4e, justement, 4e et 3e de l'enseignement agricole. Ensuite, on a le bac pro, donc de la seconde jusqu'à la terminale GMNF, avec Antoine et Floriane qui sont en terminale et qui sont justement en plein dans la dernière ligne droite avec toutes les épreuves, le rendu de rapport de stage, l'oral, la soutenance orale. C'est la période la plus calme, c'est ça, de l'année. Exactement. Là, au meilleur moment. Exactement. Et puis on a aussi un BTS, gestion et protection de la nature. Donc, ça va de la 4e au BTS chez nous. D'accord. Alors, vous êtes situé dans la Drôme, à Bourg-de-Péage, c'est ça, je me trompe pas? Exactement. D'accord. Alors, j'ai une question pour Antoine et ou Floriane. La MFR ressemble à quoi, alors? Qu'est-ce que c'est votre cadre de vie, là, la semaine? L'établissement, il y a deux parties. Il y a la partie internat, donc, qui est un ancien château, qui est plutôt agréable. Enfin, c'est plutôt joli. Et on a la partie école, donc, ce sont des bâtiments plus modernes. Tout aussi joli, mais voilà. Et puis après, on a notre zone de pause. On a un plutôt grand parc. Je crois qu'il fait 2 hectares, quelque chose comme ça. D'accord. Ok. Il y a plein d'arbres, il y a tout ce qu'il faut. Un petit ruisseau, c'est plutôt sympa. Le cadre est agréable. Et vous êtes tous internes? C'est un des critères, pas tous, mais c'est un des critères quasiment obligatoire pour rentrer ici. Ça aide grandement. Ok. C'est comment d'être élève à la MFR de Mondy? C'est comment je trouve, si je vais prendre mon expérience au collège, par exemple, qui était en général, je trouve qu'on est
plus accompagné, même s'il pourrait y avoir des améliorations, mais c'est comme partout, je pense. On est plus accompagné dans nos projets, quand on a besoin d'aide ou des trucs comme ça. Donc c'est sûr que sur ce point-là, c'est plutôt positif. Après, on a plus de liberté aussi parce que au lieu de toujours être en classe, des fois on peut aller par exemple travailler, faire des exercices dehors dans le parc, dans l'air. C'est ça. Plus d'autonomie aussi. Ouais. Vous êtes combien par classe, par exemple? En terminale, on est 20. 21 dans la classe. Par exemple, en quatrième, ils sont 13. Vous avez, l'un et l'autre, je crois, participé à la conférence européenne de la jeunesse en Suède récemment. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi ça consiste? Alors, avant la Suède, on a quand même participé à la conférence européenne de la jeunesse à Strasbourg aussi, l'année dernière. D'accord. Et donc, la Suède, c'était la suite logique, j'ai envie de dire, de Strasbourg. C'est un moment où on donne la parole aux jeunes, à la jeunesse de l'Europe, et où on peut donner toutes nos idées, tout ce qu'on aimerait appliquer sur des questions écologiques, inclusives, et pour le développement durable aussi. C'était d'ailleurs le thème de notre conférence cette année en Suède. C'était la jeunesse s'engage dans une Europe plus verte, plus inclusive et plus durable. Et concrètement, qu'est-ce que vous avez fait vous-même? On a un peu travaillé sur des lois qui ont déjà été faites l'année dernière, et sinon après on a recoupé nos idées, en fait tout ce qu'on avait des sujets et voilà, on regroupait nos idées. Et l'objectif, c'était par exemple pour la deuxième journée, c'était comment on peut faire pour appliquer au mieux ces lois. Quel dispositif on peut mettre en place pour appliquer ces lois. Et en fait, on n'était pas les seuls. Là-bas, il y avait 4 MFR. Il y avait 2 MFR de Auvergne-Rhône-Alpes, donc la MFR d'Anneyron qui était avec nous. Il y avait la MFR de Grand Est et il y avait la MFR de La Réunion. Et puis on a eu la chance d'avoir 2 Estoniens avec nous. On a pu communiquer avec eux en anglais évidemment pour échanger et échanger nos idées, quoi. Donc c'était vachement enrichissant comme expérience. Et qu'est-ce que vous retenez de cette expérience justement, Floriane? Qu'est-ce que tu retiens toi? Moi j'ai retenu que c'était très bien. En plus on a eu la chance de rencontrer c'est quoi, c'est le députée de la jeunesse, non? La représentante du ministère de la jeunesse. Ouais. Et j'ai trouvé ça super bien parce qu'on a pu discuter avec elle et tout, et c'était super bien de la rencontrer. Oui, le fait de venir en Suède dans ce cadre-là, ça facilite quand même pas mal les échanges, quoi, que ce soit avec le ministère de la jeunesse ou avec d'autres institutions. On a rencontré aussi les jeunes délégués français qui nous représentent dans cette conférence européenne de la jeunesse. Ils sont 2. D'accord. Et puis en fait, par pays, il y a 2 à 3 délégués, qui représentent à chaque pays de l'Union européenne, en fait. Donc, on a pu les rencontrer, on a pu discuter avec eux, ce qui fait que les propositions que les jeunes portent au niveau des MFR, elles sont tout de suite remontées à des instances plus importantes, puisque le but du jeu à la fin, c'est que finalement toutes ces propositions, elles soient votées au Conseil des ministres de l'UE au bout d'1 an et demi, puisqu'en fait on est sur un cycle de dialogue structuré qui dure 1 an et demi, qui a commencé à Strasbourg justement l'année dernière, qui se termine cette année en Suède. C'est à chaque fois il y a trois présidences, puisque l'année dernière c'était la France qui était à la présidence du Conseil des ministres de l'Union européenne. Après c'est passé à la Tchéquie. Et là, si on est en Suède, c'est pas un hasard, c'est parce que justement en ce moment c'est la Suède qui est à la présidence, en fait. Voilà. Et à l'issue donc de ces 1 an et demi de travaux, l'idée c'est que toutes ces propositions elles puissent être votées ensuite en Conseil des ministres. Donc c'est quand même pas rien. Voilà. Vous êtes en terminale GMNF, c'est ça, me disait David tout à l'heure. Alors qu'est-ce que c'est GMNF? Moi je connais pas ce terme-là. Alors GMNF, c'est gestion des milieux naturels et de la faune. Donc qu'est-ce que vous y faites? Racontez-moi comment ça se passe en fait l'année ou le cycle. Alors c'est comme j'ai entendu, c'est un peu comme un BTS. Il y a 2 volets. Il y a le volet gestion et animation. Ouais.
C'est vrai que cette année, on a pas mal été sollicité en termes d'animation. On en a plein d'ailleurs. On est un peu débordé en ce moment. Ouais. Et donc voilà, des animations auprès du grand public, donc pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour les plus vieux. Et donc l'idée, c'est à travers ces animations de refaire sortir de sensibiliser quoi, tout simplement. D'accord. Et après tout ce qui est gestion, on apprend les lois autour de l'environnement. On apprend les engins thermiques. Oui, on fait beaucoup de chantiers, surtout en première. On utilise énormément les engins thermiques, donc les tronçonneuses, les débroussailleuses, tout ça. Et donc tout ça, c'est le côté gestion. Donc on a une structure qui va nous demander, qui va nous solliciter pour réaliser des chantiers. Et donc, avec la classe, on se rend sur le site du chantier et on fait ce qu'on nous demande de faire. Et en général, c'est tout le temps même, c'est au profit de la biodiversité. Ça peut être des plantations de baies, ça peut être des réouvertures de milieux, ça peut être tout un tas de choses comme ça. Des réaménagements de zones humides, restauration de zones humides. Donc c'est très diversifiant, c'était très intéressant et j'ai envie de dire on s'ennuie jamais. Et quel chantier tu as préféré toi? C'était alors j'en ai deux en tête. Il y en a un, c'était il y a pas très longtemps, c'était construction d'abris pour les lapins de Garenne. Ouais. Il y a pas d'engin thermique, on n'utilise pas d'engin thermique là-dedans et du coup ça laisse un peu plus place à l'imagination. C'est un peu farfelu, on construit un peu comme on veut les abris du lapin. Et puis il y a un engin thermique où c'était vraiment de l'abattage pur, c'était vraiment du bourrinage, j'ai envie de dire. Et là on coupait les arbres qu'on nous demandait de couper. Et j'avais bien aimé celui-là. Et toi, Floriane, qu'est-ce que tu préfères dans cette formation, dans ces 2 années, première et terminale? Après, moi, c'est beaucoup sur apprendre sur les animaux, par exemple. Genre apprendre les espèces d'oiseaux ou des trucs comme ça. Après, moi, c'est pas trop engin thermique. Je suis pas trop. D'accord. Mais sinon, les lois et tout, j'aime bien. Il y a autant de filles que de garçons dans cette section? Non, pas du tout. Dans notre classe, on est 4 filles sur 20. Et sinon, dans l'ensemble, on n'est pas beaucoup de filles, mais il y en a de plus en plus quand même. Okay. Et qu'est-ce que vous avez envie de faire après le bac, l'un et l'autre, alors? Oula. On commence par Floriane pour changer. Je sais pas. C'est vrai? Ouais. Je sais pas encore. Il y a quelque chose qui te tente déjà? Tu as envie de... Il y a quelque chose mais ça n'a rien à voir. C'est plutôt dans le monde de la librairie, en fait. Ah, ça n'a vraiment rien à voir. T'aurais envie de travailler dans une librairie, c'est ça? Oui, par exemple. Ouais, d'accord. Et toi, Antoine? Tu sais déjà? Alors moi, à la base, quand je suis rentré dans cette formation, je voulais faire un métier dans la nature. Ouais. Et il y a les 2-3 mois, j'ai décidé une bifurcation à 90 degrés impressionnant. Et je vais faire une licence STAPS. Après, ça veut pas dire que les milieux naturels ou la gestion, tout ça, ça m'intéresse pas du tout. C'est juste que je veux plus garder ça pour une passion, un loisir, plutôt qu'en faire un métier. David, il y a longtemps que tu es président de la MFR? Alors, ça va faire 2-3 ans que je suis président. J'étais déjà membre du conseil d'administration depuis 2014. D'accord. Et parce que moi-même, je suis ancienne élève en fait de la MFR. D'accord. De celle-ci, de celle de Mondi ou... Oui. D'accord. Okay. Moi, j'ai fait le BTS. Donc, c'était la promo 2008-2010. Ouais. Et j'ai fait donc le BTS gestion de protection de la nature, voilà, à la MFR. Et tu as tellement adoré que tu t'es dit c'est là que je veux travailler. Ça m'a donné goût à l'associatif parce qu'en fait dans ce BTS on nous demande à un moment donné de faire un stage de coopération à l'international. Ouais. Et donc on est obligé de partir faire ce stage, donc c'est en collectif, mais c'est des groupes de 2, 3, 4. D'accord. Et on est obligé de partir à l'étranger. Pour cela, on doit chaque petit groupe, monter sa propre association pour réunir des fonds, voilà. Et moi, je me faisais toute une montagne, je me disais, mais oulala, ça va être pas forcément très facile de... Ouais. Nous, on avait un projet, on voulait aller au Brésil, participer à
à la replantation un peu de la forêt amazonienne, hein, parce que déjà à l'époque, ça s'est continué depuis malheureusement, mais déjà à l'époque c'était un sujet d'actualité, quoi, la déforestation de l'Amazonie. Et donc voilà, on était un peu en mode, on rêve, quoi, on va aller en Amazonie replanter des arbres, mais c'était plutôt du rêve. Et puis en fait non, c'est devenu très concret à partir du moment où on a monté notre asso, on a commencé à avoir des sous qui arrivaient, et voilà. Tout de suite, et puis ça s'est fait au final. Et voilà, et ça s'est fait finalement assez simplement. Et je me suis dit, ben oui, en fait, l'aventure associative, elle est pas si complexe que ça. Il suffit de vouloir le faire et on y arrive. Donc voilà, je suis resté dans l'associatif du coup depuis. Je crois que cette expérience-là m'a quand même beaucoup construit en tant que ce que je suis aujourd'hui, quoi, professionnellement et même personnellement. Et puis voilà, quelque part, voilà, je reste attentif à ce qui se passe dans cette MFR. Il y a plein de beaux projets, donc ça serait dommage d'abandonner tout ça, quoi. Voilà. Ouais, je comprends. Qu'est-ce que tu préfères dans cette vie professionnelle-là, en fait, dans cet engagement-là? Alors là, l'engagement que j'ai au sein de la MFR, c'est du coup un engagement plutôt bénévole, hein, puisque en tant qu'administrateur, on est tous bénévoles au sein de l'association. Puis après, il y a une équipe qui travaille au quotidien avec les jeunes, de moniteurs, monitrices, un directeur, voilà, il y a tout un personnel éducatif qui est avec les jeunes. Nous, on est là, les administrateurs, de temps en temps, pour suivre un peu les projets, mais on est quand même beaucoup moins présent on n'est pas au quotidien, quoi, au sein de l'établissement, évidemment. Okay. Après, j'ai d'autres activités professionnelles. Après, moi, qu'est-ce qui me plaît là-dedans? Je pense que c'est de voir un peu les jeunes déjà, de voir. C'est finalement la finalité. Hein, si on fait ça, c'est pour la jeunesse. Hein. C'est pas juste pour notre ego personnel. Et donc voilà, quand on voit ces jeunes qui ont plein de propositions, qui font plein de projets différents, dont celui-là en Suède, là. Moi, c'est pour ça que je fais ça. Moi, je trouve beaucoup plus de sens dans mon engagement quand je vais avec des jeunes en Suède et qu'on parle de citoyenneté européenne, plutôt qu'une réunion de conseil d'administration où on va passer peut-être 3 heures sur un budget. C'est très bien, c'est sympa. C'est nécessaire, mais bon. C'est nécessaire aussi, bien sûr. On va parler des ressources humaines, on va parler de plein de choses. Mais en tant que bénévole, je pense qu'à un moment donné, on a besoin de se remettre dans le concret. Et ce qui nous fait un peu vibrer, entre guillemets, c'est quand même... pourquoi on s'engage? Parce que les jeunes, ils bénéficient de super projets qui font un peu la spécificité des MFR, parce que on serait dans un établissement classique, on n'aurait pas peut-être cette opportunité-là de pouvoir partir pendant une semaine en Suède, alors qu'il y a le bac à la fin de l'année, quoi. Voilà. C'est indiscret de te demander quelle est ton activité professionnelle à côté? Alors, je gère un centre de vacances en Savoie. Je suis sur un autre territoire. Ah oui, d'accord. Okay. Mais aussi pas mal en lien avec tout type de public, des adultes, des jeunes, mais aussi quand même pas mal sur des questions d'éducation populaire et d'engagement de la jeunesse quand même. Ouais. Okay. Alors justement, tu as dit le mot éducation populaire. Comment tu définirais ce terme-là? Qu'est-ce que c'est l'éducation populaire? C'est une éducation non formelle. Et nous, les MFR, on est un peu ambivalents par rapport à ça, parce que l'éducation populaire fait aussi partie de notre ADN. Hein, c'est écrit dans nos statuts en tant qu'association. Mais comme je le disais tout à l'heure, on a des diplômes très carrés qui nous viennent soit de l'éducation nationale, soit carrément du ministère de l'Agriculture, puisque la plupart des formations ici sont issues et géré par le ministère de l'Agriculture. D'accord. BTS agricole, le bac pro c'est aussi un bac pro agricole. Je parlais aussi tout à l'heure de la 4e et de la 3e qui sont issus de l'enseignement agricole. Donc là on est bien sur des diplômes avec des programmes. Donc là on est vraiment sur de l'éducation formelle. À la fin il faut réussir le diplôme et avoir toutes les bonnes notes au bon endroit, etc. Donc on est quand même obligé à un moment donné d'être dans cette éducation un peu formelle. Bien sûr, et le fait qu'il y ait un internat, le fait qu'il y a de la vie ensemble en dehors des cours, le fait que dans les cours eux-mêmes, on va être sur de la méthodologie un peu de projet, avec pas que des cours descendants, mais les jeunes, on va essayer de les mettre en position d'acteurs et d'actrices le plus possible,
Tout à l'heure, les jeunes parlaient là de chantiers qu'ils faisaient et qui sont réels. Il y a des communautés de communes qui nous appellent, qui nous disent voilà, on a un espace naturel à gérer, on sait pas quoi en faire. On a pensé à vous et à vos élèves. Et ils auront certainement une idée d'aménagement ou de valorisation de cet espace, etc. Et donc on est pas mal reconnu au niveau du territoire pour ça. Et plus on est dans cette pédagogie-là de l'action, des projets, des chantiers, moins on est en salle de cours à faire des cours traditionnels et descendants. Et là, pour moi, on touche un peu plus à cette éducation populaire et non formelle. On voit aussi le soir quand on fait des veillées ou sur d'autres temps en dehors des cours, où il y a aussi beaucoup d'éducatifs qui passent dans ces instants-là. Dans ces moments informels, ouais, d'accord. En plus, les chantiers sont locaux, donc c'est les trucs que vous voyez après. Vous plantez des arbres, vous les verrez 20 ans plus tard, quoi. Exactement. C'est ça. L'impact, il est réel, quoi. C'est des trucs qui ont du sens. Ok. Alors, tous les deux, là, Floriane et Antoine, si vous deviez me faire une page de pub pour la MFR de Mondi, vous me diriez quoi? Alors, j'ai un argument qui me vient en tête. Vas-y. On ne passe pas toute la semaine 8 heures assis sur une chaise à écouter quelqu'un nous parler. Ouais, ça, c'est un bon argument. De manière monotone. Mais on fait quoi, alors? On a quelques semaines comme ça. Ouais. Et encore, c'est très rare. Mais globalement, on sort, plus maintenant parce qu'on n'a plus de chantier à faire, mais sinon, en formation, tous les mercredis, c'était un chantier ou une sortie. D'accord. Ensuite, ou une randonnée. Voilà. Ensuite, donc un contact avec l'extérieur, quoi, en fait. Ouais. C'est ça. On n'est pas enfermé entre quatre murs et c'est pas oppressant, quoi. D'accord. Et je sais pas, c'est le truc. Floriane, tu dirais quoi, toi? C'est quoi ton argument choc, là? Pour moi, ça serait la relation avec les enseignants, parce qu'en fait, c'est même pas des professeurs, c'est vraiment je sais pas comment expliquer, on dirait presque un peu genre des deuxièmes parents, quoi. C'est vrai. Ils sont vraiment à l'écoute, ils nous aident, et c'est pas comme dans le lycée général où les profs juste ils sont là pour apprendre. C'est un peu des collègues, quoi. Oui, voilà. On va dire. On les tutoie, par exemple. Ouais, ça c'est quelque chose qui m'avait un peu impressionné. C'est le tutoiement est quasiment obligatoire, quoi. D'accord. Ouais. Il y a pas, on sent pas vraiment la hiérarchie ici. Ouais. Et d'ailleurs, dans le vocabulaire des MFR, on dit pas des enseignants, on dit des moniteurs. Oui, voilà, ok. Juste un autre argument, le cadre est magnifique. Voilà. Chaque MFR est autonome et a son propre conseil d'administration. Donc chaque MFR est une association loi 1901 à part entière. Ouais, mais on a quand même, par souci de cohérence, et d'entraide et de solidarité entre MFR, on est en lien au niveau fédéral. Il y a une fédé départementale. Alors en Drôme, c'est Drôme-Ardèche parce qu'il y a qu'une MFR en Ardèche. Il y en a 6 dans la Drôme. Bientôt une 7e là qui est en création dans le Vercors d'ailleurs. Voilà. Autre lieu isolé. Où justement, pareil, il y a des gens qui sont en train des acteurs du territoire qui sont en train de se poser des questions sur comment on fait pour que nos jeunes restent dans le Vercors et voilà, quelle offre de formation on pourrait mettre en place dans ce territoire-là. Et voilà, donc on est fédéré donc au niveau départemental et tous les projets un peu européens, c'est un peu géré par la fédération départementale. Ensuite, il y a des fédérations régionales et puis une union nationale des MFR. Okay. Et si on peut se permettre de faire un événement un peu parallèle à la conférence européenne de la jeunesse en Suède, en réunissant le Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, même l'île de la Réunion, si on veut, c'est ce qui s'est passé là. C'est parce qu'il y a aussi l'Union nationale qui chapeaute tout ça, voilà. Sinon, ça serait pas possible juste à l'échelle de la MFR de Mondi. On n'aurait pas l'opportunité de le faire tout seul. Il y a ce côté fédéral qui fait que on unit nos forces et puis on remplit des dossiers aussi de subventions, notamment Erasmus+, qui permet de financer ça n'a rien coûté aux familles, ça n'a rien coûté à la MFR, c'est uniquement le programme Erasmus+, qui a permis notre déplacement en Suède. Et de ta connaissance, les autres MFR sont aussi dans l'enseignement agricole ou il y a des exceptions? Alors oui, de façon générale, on est quand même énormément en lien avec le ministère de l'Agriculture, qui nous finance d'ailleurs une partie. En fonction du nombre d'élèves qu'on a, on va avoir une subvention du ministère de l'Agriculture
qui ne couvre pas toutes nos dépenses. On est quand même obligé de demander aux familles aussi de payer une partie des frais de scolarité et des frais d'internat aussi, bien sûr. Après, ça va dépendre des diplômes, mais c'est très large. Ici, donc à la MFR de Mondy, on est davantage sur les métiers de la nature, mais d'autres MFR vont être sur le service à la personne, les services en espace rural, l'animation de l'espace rural, la vente, l'agriculture. Il y a plein de métiers autour du machinisme agricole, autour de la production agricole. Donc c'est très très large en fait. Tout ce qui est aussi autour de la restauration. Donc il y a pas mal de choses, quoi. Voilà. Toi, Floriane, quand tu penses à... T'as pas fini, j'ai bien compris ton cursus scolaire, mais c'est bientôt fini, là. Oui. Quand tu penses à la MFR de Mondy, quelle est l'image qui te vient? C'est quoi le souvenir que tu penses va rester, en fait? Tu penses à quoi, là? Pour moi, ça m'a beaucoup fait découvrir la nature, en fait, des trucs que je savais pas. Ouais, et puis maintenant, j'aime beaucoup être dehors. Maintenant, je suis tout le temps à l'extérieur, enfin, le plus possible, en tout cas. Ok. Et toi, Antoine? Tu penses à quoi quand tu penses à la MFR? Tu penses à quelqu'un? Tu penses à un lieu? Tu penses à quoi? Alors, vu que pendant un certain temps, mon métier, je voulais faire technicien de rivière. Je pense à la rivière pour l'instant. Je pense à la MFR. Voilà. C'est sympa comme pensée. Je me vois moi avec mes guitares et à gambader dans la rivière. Mais après, après sinon c'est des souvenirs de chantier, des souvenirs de rando, d'internat, tout ça. D'accord. Oui, même on crée beaucoup de liens, enfin même avec les moniteurs ou même les autres élèves en fait. On crée vraiment des liens. Ah si, j'ai un souvenir quand même. C'est c'était l'année dernière, on avait fait un chantier de 3 jours. On dormait dans les tentes, on dormait tous ensemble, on faisait une veillée le soir au bord du feu avec tout le monde. Et c'est sûr qu'avec les profs, là, il y a plus aucune hiérarchie, c'est comme si eux étaient des élèves, quoi. Et c'est vrai que du coup avec ces 2 profs, Christophe et Jérémy, c'est 2 profs avec qui j'ai beaucoup que j'aime bien, quoi. J'aime beaucoup. Voilà. Moi, ce que je retiens un peu, c'est quand même le côté engagement de la jeunesse. Le slogan des MFR, c'est cultivons la réussite, cultivons les réussites. Ouais. Ça, c'est le slogan un peu générique. Mais moi, j'aurais tendance à remplacer le mot réussite par engagement. Cultivons l'engagement. Alors bien sûr, on n'est pas en train de former les prochains ministres, on n'en est pas là. On n'est pas sur des études de sciences politiques, mais n'empêche, on a des jeunes qui comprennent dans quel monde ils vivent, qui ont une belle vision des différentes institutions, qui comprennent que au niveau européen, il y a de la place aussi pour pouvoir exprimer des idées. Et donc il y a quand même des enjeux autour de la citoyenneté, quand même, autour de tout ça. Et je pense que plus tard, c'est des jeunes qui seront des citoyens éclairés et qui continueront à être engagés sur leur territoire d'une manière ou d'une autre, que ce soit professionnellement, que ce soit peut-être dans de nouvelles associations, ou peut-être dans un conseil municipal, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, je pense que c'est des jeunes qui vont continuer à être acteurs de leur territoire. Ça, j'en doute pas, compte tenu des propositions que j'ai pu entendre durant les quelques jours où qu'on a passé ensemble en Suède, quoi. Je pense que il y a un beau potentiel à développer, et qui s'est développé d'ailleurs pour avoir suivi déjà les jeunes l'année dernière à Strasbourg. En un an, il y a eu une progression vraiment intéressante, quoi. Donc moi qui les vois pas au quotidien, j'ai tout de suite vu la différence, quoi. Donc voilà, donc c'est super appréciable tout ça. Et moi, j'ai envie de valoriser ça, et même au sein de la MFR, voir comment on peut continuer aussi à rendre les jeunes acteurs. On a des petites commissions où les jeunes ont la parole, mais voilà, j'espère pouvoir continuer à le développer, et qu'il y ait un vrai lien entre le conseil d'administration et puis les principaux concernés quand même. Voilà. Ce
qu'on voit quand même, c'est qu'il y a un taux de réussite au diplôme qui est quand même assez élevé. Hein. Le brevet, on est à 100%. Le bac, je sais plus, on est peut-être à 95%. Et puis le BTS un peu en dessous. Je crois qu'on est à 87% pour le BTS. Ouais. Et puis il y a aussi une insertion professionnelle qui est importante. Et ça s'explique notamment par l'alternance, hein, le fait que les jeunes, en fait, à la sortie de la MFR, ils ont déjà dans leur CV 4-5 lignes parce que il y a eu plein de stages différents. Et ça, par rapport à un établissement classique, ça fait vraiment la différence au niveau de l'employabilité, on va y arriver, de nos jeunes, quoi. Un grand merci à tous les trois. Et puis, belle réussite à tous les deux, Antoine et Floriane. Merci beaucoup. Pour le bac, quoi, là, ça rigole plus, là. Des choses sérieuses. Vous m'avez l'air bien préparés, quand même. Ça va. C'était Laisse Béton, le podcast qui aide les citadins à réaliser leurs rêves de vie au vert. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous et décorez-le d'étoiles sur votre appli de podcast préféré. Parlez-en autour de vous et suivez son actualité sur Instagram, LinkedIn, Facebook ou Twitter. Pour contribuer à ce podcast et, le cas échéant, échanger avec moi sur votre propre projet d'installation à la campagne, rejoignez la communauté Patreon de Laisse Béton en allant sur le site patreon.com Patreon et en tapant Laisse Béton dans la barre de recherche. Merci pour votre écoute et à très bientôt.